cria, il veut tes bobettes, grand-papa. Monsieur Lebrun, reprit le docteur, il faut que vous gardiez la bouche fermée quand je vous mets le thermomètre dans la bouche. Germaine ne put s'empêcher d'y ajouter son grain de sel. Moi, mon mari me demandait exactement le contraire, voyez-vous docteur. Le docteur Lépine ignora la remarque et annonça qu'il allait devoir prendre la température rectale. Germaine, toujours prête à rendre service, s'approcha. Attention, grand-papa, le docteur te prépare une petite surprise. Alors que la procédure se déroulait dans un chaos de protestations étouffées, Carole et Bruno choisirent ce moment précis pour faire irruption dans la pièce en criant « Bonne fête grand-papa ». Et l'effet de surprise fut total. Grand-papa faillit tomber de sa chaise et le docteur Lépine manqua de perdre son sang-froid. Après ce tumulte, Germaine proposa un café au docteur. Mais comme Hélène n'en avait pas de frais sous la main, elle lui suggéra d'y aller se servir dans la bouteille de la cuisine. Le docteur, visiblement pressé de quitter cette maison de fous, s'éclipsa vers la cuisine pendant que Germaine observait son beau-père. « Tu devrais te voir dès ici, grand-papa. Avec ton visage rouge, tu as l'air d'une grosse pomme au caramel, s'esclaffa T.L. Mais le calme fut de courte durée. Le docteur revint avec un air paniqué. « Monsieur Lebrun, qu'est-ce que c'est que ça? » Apparemment, un objet non identifié avait disparu dans les profondeurs anatomiques de grand-papa suite à la manœuvre médicale. « Disparu » s'exclama Germaine. « Je n'en achèterai pas un autre, je vous le dis tout de suite. » Le docteur était livide. Il faut l'emmener en urgence à l'hôpital aujourd'hui même pour explorer la cavité. Germaine, toujours pragmatique, murmura que c'était comme chercher des gaz de schiste dans un puits abandonné. « Au revoir docteur, merci pour tout, et à bientôt j'y espère. » Enfin, pas trop bientôt pour mon portefeuille. Une fois le médecin parti, elle se tourna vers Carole. Grand-papa s'en va à l'hôpital, et avec un peu de chance, il y restera un petit moment. Carole, de son côté, cherchait désespérément ses livres de psychologie. Elle soupçonnait sa mère de les avoir fait disparaître pour éviter qu'elle ne devienne trop intelligente pour ses propres affaires. Germaine nia tout en bloc, prétendant que si Carole laissait traîner ses affaires sur le fauteuil de grand-papa, elle finirait forcément par être aspirée par le chaos de la maison. « Maman, je veux faire quelque chose pour Bruno et Geneviève, insista Carole. « Mêle-toi donc de tes oignons, ma belle, répondit Germaine. « Mais je veux m'impliquer, maman. Je veux être une leader, comme ce type en Syrie, comment s'appelle-t-il déjà, Boubdali-Bedagbad. Je veux aider. » Germaine soupira. « Promets-moi de ne pas intervenir, Carole. »« Je ne plaisante pas. » Pourtant, quelques minutes plus tard, Germaine se retrouvait face à Geneviève, une assiette de biscuits à la main. « Geneviève, pourquoi tortures-tu mon garçon » demanda-t-elle sans préambule. « Il est clair qu'il a fait quelque chose qui t'a blessé, mais tu devrais t'y excuser. »« M'excuser, moi » s'indigna Geneviève. « Madame Lebrun, je suis désolée. Désolée de l'avoir rencontré, désolée d'être tombée amoureuse de lui, et surtout désolée qu'il soit obligé de vivre avec une mère aussi dominante que vous. » Germaine resta un instant sans voix. « J'y espérais quelque chose d'un petit peu plus court, finit-elle par dire. Bruno arriva juste à temps pour voir Geneviève partir en trombe. « Qu'est-ce qui vient de se passer » demanda le fils, déboussolé. Germaine essaya de minimiser l'incident, prétendant qu'elle voulait juste offrir un biscuit. Mais Bruno était furieux. Il expliqua que c'était lui qui ne voulait plus vivre avec Geneviève parce qu'elle voulait qu'ils emménagent ensemble. « Tu veux quitter la maison » s'écria Germaine. « Mais tu es bien trop jeune. »« Maman, j'y ai 33 ans, rétorqua Bruno. « C'est exactement ce que je dis, » conclut Germaine avec cette logique implacable qui n'appartient qu'aux mères. Chapitre 2 Les amours tumultueuses de Bruno. Le kiosque de Germaine au marché n'était pas seulement un lieu de commerce, c'était le théâtre de la vie. Entre deux caisses de pommes et des régimes de bananes, elle observait le monde avec l'œil d'un faucon. Ce matin-là, l'agitation habituelle fut interrompue par l'arrivée de Bruno, son fils chéri. Mais Bruno n'avait pas son entrain habituel.
Il marchait avec les épaules affaissées, comme s'il portait toute la misère du quartier de Verdun sur son dos. « Bonjour, mon trésor » lança Germaine, tentant de masquer son inquiétude derrière un sourire maternel. Elle était en train de mettre en place une promotion spéciale sur les burgers, une idée qu'elle trouvait géniale pour attirer les familles. Elle fit une petite démonstration de son talent de vendeuse, mimant des gestes dynamiques pour amuser la galerie, mais Bruno restait de marbre. Ses yeux étaient sombres, et son silence en disait long sur son état d'esprit. « Qu'est-ce qu'il y a, mon Grand? Pourquoi cette mine déconfite? » demanda-t-elle finalement en posant son tablier. « Est-ce que Winnie Harrison a encore des ennuis avec la police? » C'était ainsi qu'elle appelait parfois ses proches lorsqu'ils semblaient perdus dans leur propre forêt enchantée. Bruno soupira profondément. « C'est Geneviève, maman. » Elle a rompu. La belle Geneviève, comme Germaine l'appelait avec une pointe d'ironie, avait mis fin à leur relation. « Elle est écœurante. » s'exclama Germaine, incapable de retenir sa langue. « Elle est toujours à te faire souffrir. » Bruno, bien que blessé, tenta de défendre celle qu'il aimait encore. « Ce n'est pas une écœurante, maman, c'est juste que... » Mais Germaine ne le laissait pas terminer. « Que quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle parte? » Elle était persuadée que son fils, malgré tout son amour, avait dû commettre une maladresse monumentale. « Pour être honnête, je n'ai pas envie d'en parler, » répondit Bruno, fuyant le regard inquisiteur de sa mère. Germaine fit semblant de comprendre, mais sa curiosité était plus forte que tout. Elle insista, proposa un café, un biscuit, et n'importe quoi pour délier la langue de son fils. Elle lui offrit des pâtes douces, ces petits gâteaux qu'il adorait depuis son enfance, espérant que le sucre apaiserait sa douleur et elle inciterait à la confidence. La soirée chez les Lebrun fut marquée par une atmosphère pesante. Carole, rentrée de sa sortie, essayait de se concentrer sur ses livres de psychologie. Elle étudiait tard le soir, cumulant ses cours avec son travail de serveuse. Germaine l'observait avec une fierté qu'elle avait du mal à exprimer. « Tu m'impressionnes, ma fille » finit-elle par dire. « Ta persévérance est exemplaire. Celui qui aura la chance de te mettre le grappin dessus sera l'homme le plus heureux du monde. » Pas mal, n'est-ce pas, pour une veuve qui a élevé sa fille toute seule? Ajouta-t-elle avec une pointe d'autosatisfaction. Mais Carole, plus pragmatique, lui rappela qu'il y avait encore beaucoup à faire et qu'elle ne devait pas se mêler des affaires de Bruno. « On ferait mieux de les laisser gérer ça tout seul, maman, » conseilla-t-elle avec sagesse. Mais rester les bras croisés n'était pas dans la nature de Germaine Lebrun. Soudain, un gémissement se fit entendre depuis le salon. C'était grand-papa. « Je ne me sens pas bien » se plaignit-il pour la 100e fois de la journée. « Tu as 92 ans, c'est normal de ne pas se sentir bien. » rétorqua Germaine sans lever les yeux de sa tâche. Mais Carole insista. « Il faut appeler le docteur Lépine, maman, il a l'air vraiment mal cette fois. » Germaine grogna en pensant aux 100 piastres que le médecin demandait sous la table. « Il revient cher, le grand-père, » marmonna-t-elle, tout en cherchant le numéro de téléphone. « Tout cela est à cause de sa maudite perruche, » expliqua Germaine à Carole. « Il l'a trouvée morte ce matin et il est persuadé qu'il va la rejoindre bientôt. » Elle n'arrivait pas à prendre la mélancolie du vieil homme au sérieux, y voyant plutôt une forme des hypocondries liées à l'âge. Pourtant, la tension montait dans la maison. Entre les peines de cœur de Bruno, les études de Carole et les crises de grand-papa, Germaine sentait que la tempête ne faisait que commencer. Elle se demanda ce qu'elle pourrait bien faire pour arranger la situation entre Bruno et Geneviève. Elle ne pouvait s'empêcher de vouloir intervenir, d'être cette leader qui résoudrait tous les problèmes de sa tribu. Malgré les promesses faites à Carole de ne pas s'en mêler, l'esprit de Germaine bouillonnait déjà de plans et de stratégies. Elle était une maman, après tout, et une maman ne laisse jamais ses petits dans la détresse, même s'ils ont 33 ans et qu'il préférerait qu'elle reste à sa place. Chapitre 2. Inquiétude et thermomètre. La nuit était tombée sur le quartier, jetant des ombres allongées dans la cuisine des Lebrun. Carole était assise à la table, entourée de manuels de psychologie épais.
La lueur d'une petite lampe de bureau éclairait son visage fatigué mais résolu. Le silence de la maison n'était rompu que par le bruissement des pages et le tic-tac régulier de l'horloge murale. Germaine entra doucement dans la pièce, dépouillée pour une fois de son plumeau, mais non de son regard protecteur. Elle observa sa fille avec une fierté qu'elle masquait souvent derrière ses plaisanteries habituelles. « Il est bien trop tard pour étudier, » murmura Germaine en s'approchant de la cafetière. « Allô maman » répondit Carole sans lever les yeux de ses notes. « Je ne suis pas capable de dormir. On dirait que je me fais trop de sang pour Bruno et Geneviève. » Germaine s'assit en face d'elle, les mains croisées sur le bois usé de la table. « Carole, je dois avouer que tu m'impressionnes. Étudier comme ça, en plus de tout le travail que tu fais comme serveuse, tu es vraiment persévérante. C'est sûr que je suis biaisé, tu es ma fille unique, mais celui qui va avoir la chance de te mettre le grappin dessus, ça va être l'homme le plus heureux au monde. » Pas pire, hein, pour une veuve qui a élevé sa fille toute seule, ajouta-t-elle avec un petit sourire de satisfaction. Carole sourit enfin, touchée par la sincérité rare de sa mère. Mais l'instant de calme fut brisé par un gémissement provenant de la chambre voisine. Grand-papa ne semblait paraître dans son assiette. « Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa » demanda Germaine en se levant pour aller voir le vieil homme. « Je ne me sens pas bien » répondit une voix tremblante depuis l'obscurité. « Tu as 92 ans, c'est normal que tu ne te sentes pas bien » rétorqua Germaine avec son franc-parler habituel, bien qu'elle soit déjà en train de tâter le front du patriarche. « Maman, qu'est-ce que c'est s'inquiéta Carole en rejoignant sa mère. « Peut-être que grand-papa est mal pour vrai. On ne devrait pas prendre de chance, on devrait appeler le docteur Lépine. » « Le docteur Lépine » s'exclama Germaine. « Il charge 100 piastres de la chouette en dessous de la table. Il revient cher, le grand-père. Heureusement qu'au moins, il est assuré pour ses funérailles. »« Maman » s'indigna Carole. « D'accord, je vais l'appeler, céda Germaine. Tout ça, c'est à cause de sa maudite perruche. »« Quoi, sa perruche » demanda Carole, confuse. « Oui, il l'a trouvée morte ce matin. »« C'est ça, il doit être triste. »« Qu'est-ce que tu veux, à cet âge-là, sa perruche morte, il est sûr qu'il n'est pas chez les Alice. » Avec un peu de chance, le mâle va partir des épaules et descendre le long de la colonne. Quelques instants plus tard, le docteur Lépine, un homme à l'allure aussi austère que ses tarifs, faisait son entrée. Il ne semblait pas très sensible à l'humour particulier de Germaine. « Madame, je suis ici pour examiner votre beau-père » déclara-t-il d'un ton professionnel. « Prenez votre temps avec lui » répondit Germaine en le menant vers la chambre. « Il n'est pas au CEDAT. C'est juste une question de temps. »« Hein, grand-papa, est-ce que tu es prêt à mourir ?»« Oui, ça va être fait vendredi » répondit le vieil homme avec une résignation surprenante. Le docteur commença son examen sous l'œil attentif et critique de Germaine. Après quelques minutes, il se redressa avec une expression sérieuse. « Il va falloir des tests plus approfondis » annonça le médecin. « Des tests » s'inquiéta Germaine. « Ça va-tu coûter cher, ça ?» « Oui » répondit froidement le docteur. « Je vais avoir besoin d'un échantillon de ses selles et de son urine. » Grand-papa, qui n'avait pas tout saisi, demanda « Qu'est-ce qu'il dit ?» Germaine se pencha vers lui et cria presque à son oreille « Il veut tes bobettes. » « Monsieur Lebrun, reprit le docteur, il faut que vous gardiez la bouche fermée quand je vous mets le thermomètre en bouche. » Moi, mon mari me demandait le contraire, voyez-vous, intervint Germaine avec un clin d'œil au docteur qui l'ignora superbement. « Bon, eh bien, je n'ai pas le choix, continua le docteur Lépine. Je vais devoir prendre sa température rectale. Pouvez-vous m'aider? » Avec plaisir, répondit Germaine en se préparant à l'opération. Ah, la bobette. Attention grand-papa, le docteur fait dire que tu vas avoir une petite surprise. Et l'examen se poursuivit dans une atmosphère oscillant entre la tragédie médicale et la comédie de boulevard.
Germaine, malgré ses plaintes sur le coup du médecin, ne quittait pas le chevet de son beau-père, prête à intervenir à la moindre complication ou pour lancer une énième plaisanterie afin de détendre l'atmosphère. Pour elle, prendre soin des siens était un acte de résistance contre la tristesse, une façon de dire que tant qu'il y avait de l'humour, il y avait de la vie. Chapitre 1. Bienvenue chez Madame Lebrun. La demeure de la famille Lebrun ne ressemblait en rien à un havre de paix traditionnel, mais plutôt à une ruche bourdonnante où le chaos et la tendresse se livraient un combat de tous les instants. Au centre de ce tourbillon permanent se tenait Germaine Lebrun, une femme dont la langue était aussi acérée que son plumeau et dont le cœur, bien que cache sous des épaisses couches de sarcasme et de reparties cinglantes, était vaste comme la plaine. Ce matin-là, l'humidité habituelle de la banlieue ne parvenait pas à étouffer l'énergie débordante de la matriarche, qui semblait vouloir nettoyer jusqu'à l'âme de sa maison. Germaine s'activait dans le salon, armée d'un vieux chiffon qui avait connu des jours bien meilleurs. Elle frottait la surface d'une commode avec une vigueur telle qu'elle laissait présager une haine personnelle envers la moindre particule de poussière. Pour elle, la propreté n'était pas une option, c'était une manière de garder le contrôle sur un monde qui semblait vouloir lui échapper. Soudain, une ombre voûtée et vacillante apparut dans l'encadrement de la porte de la cuisine. C'était Grandpapa, le doyen de la famille, dont la simple présence semblait défier les lois de la biologie et de la logique